Pour continuer après le commerce à remonter la chaîne de valeur de l'attractivité, j'invite Antoine Truche, qui est le directeur de l'investissement de la Banque des Territoires, pour cette nouvelle session. Merci Olivier. Alors, une session sur le programme Territoire d'industrie, pour lequel la Banque des Territoires, mais aussi tout le groupe des caisses des dépôts est très engagé. J'ai ici le PINS French Fab BPI France. BPI France est aussi un acteur très engagé de ce programme. Ce programme, c'est un programme qui a été lancé en novembre 2018, qui vise tout simplement, objectif très peu ambitieux, à enrayer le déclin de l'industrie en France. Et donc j'accueille aujourd'hui 4 personnes qui sont des antidéclinologues. Harold Duvart, vice-président de la région Centre-Val de Loire, en charge du développement économique. Harold. Julie Agathe Bakalovic, qui est directrice régionale de la Banque des Territoires dans la même région. Olivier Luanzi, qui est le délégué national au territoire d'industrie, donc en charge de ce programme, le pilote de ce programme. Et enfin, on ne le présente plus, Pierre Weltz, enseignant, chercheur, sociologue, urbaniste, et écrivain. Et on va commencer par son dernier ouvrage, ou l'avant-dernier d'ailleurs, parce que vous écrivez tellement d'ouvrages que je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, La société hyper-industrielle. Vous avez aussi récemment écrit La France des territoires, qui forcément est un ouvrage que toute personne qui travaille à la Banque des Territoires doit avoir lu. Parlons de la société hyper-industrielle. Vous n'êtes même pas antidéclinologue au sens combattons la désindustrialisation, je vais y arriver, le déclin de l'industrie. En France, vous réfutez l'idée du déclin de l'industrie. Expliquez-nous. Oui, alors bonjour à tous. Antidéclinologue, ça me va très très bien, ça résume tout le reste. Effectivement, dans mon dernier bouquin, je l'ai sorti au moment de la crise des Gilets jaunes, et c'est un bouquin sur les territoires qui est résolument optimiste. C'est-à-dire que j'explique, et j'y crois vraiment, que la France a des atouts territoriaux extraordinaires, et qu'en particulier cette opposition dont on nous rebat les oreilles en permanence entre les métropoles qui iraient bien et le reste du territoire qui serait condamné à une espèce de déclin irrémédiable est fausse. J'ai entendu tout à l'heure, à propos du numérique, de magnifiques exemples de boîtes absolument improbables qui démarrent dans des endroits qu'on n'imaginerait pas, qui ne sont absolument pas métropolitains. Donc je pense qu'on devrait déjà, peut-être mon premier point, arrêter de faire comme ça ces oppositions, avoir une vision plus ouverte et plus fluide de notre territoire, qui, je pense, alors, pas non plus tout peindre en rose, qu'il y a des régions qui vont globalement plutôt mal, mais qu'il y a beaucoup de régions, y compris des régions peu denses, qui vont très bien. Alors sur l'industrie, peut-être en 2-3 mots, c'est vrai que, au fond, moi je suis très heureux qu'on reparle du lien entre industrie et territoire. Quand on regarde les vieilles cartes de géographie qu'il y avait dans les classes primaires de nos grands-parents, ou de moi quand j'étais petit, si vous voulez, on voyait cette espèce de lien absolument organique, hein, entre le territoire et l'industrie. L'industrie naissait du territoire, des ressources naturelles, le kaolin, la porcelaine, etc. etc. Voilà. Alors ce lien a été complètement perdu. Et le schéma de développement qu'on a connu à partir des 30 Glorieuses a fait que le lien industrie-territoire s'est fortement distendu. À l'inverse de ce qu'on a vu par exemple en Allemagne du Sud, hein, ou en Italie du Nord et du Centre. Donc je trouve que c'est formidable de renouer ce lien. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'apporte le territoire au fond à l'industrie ? Moi, il y a une métaphore que j'aime bien, je ne sais pas si elle vous parle, c'est de dire dans la compétitivité, on a besoin de sucre rapide. Hein. Les sucres rapides, c'est le financement, c'est tout ce qui met l'entreprise dans la réactivité permanente, et Dieu sait que c'est de plus en plus fort, mais on a aussi besoin des sucres lents. Et les sucres lents, ce sont des ressources de fond, et on s'aperçoit que sur le moyen terme, ce qui fait les différences de compétitivité, eh bien, ce n'est pas les feux de paille qu'on peut alimenter à coups de primes ou de je ne sais quoi, c'est véritablement la capacité de s'appuyer sur des ressources fondamentales. J'en vois 3. Il y a d'abord les compétences.
on en a parlé, c'est aujourd'hui la mère de toutes les batailles. Hein, tout le monde le sait, on a besoin de renforcer considérablement nos compétences, et pas seulement en bac plus 10 ou en bac plus 8, mais également au niveau technicien, au niveau collaborateur. C'est un enjeu essentiel. On a beaucoup de régions en France. Après, je vais vous quitter pour aller dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Voilà un endroit où on crée pas mal d'emplois et où il y a un taux de chômage énorme, tout simplement parce qu'il y a un mismatch énorme entre la formation et les besoins des entreprises. Et disons-le, parce que l'éducation nationale n'est pas capable de travailler véritablement avec les entreprises et avec le patronat. Donc c'est en train de changer très très vite, mais c'est une urgence. On cite régulièrement le chiffre de 250 000 emplois industriels non pourvus par manque de compétences. Voilà. Donc compétences, mais en comprenant que compétences, c'est aussi la transmission, c'est une dimension collective. Après, on a ce qu'on a appelé l'écosystème. Alors, un terme très vague, mais disons tout ce qui est l'aspect relationnel du local. Le fait qu'on puisse travailler avec des gens de confiance, le fait qu'on puisse connaître les fournisseurs, savoir où on va. Évidemment, le problème de beaucoup de PME en France, c'est qu'elles sont trop isolées dans leurs écosystèmes. Elles n'ont pas ce réseau autour d'elles. Et puis le troisième élément très important, c'est le réseau, parce que le territoire qui est fermé sur lui-même, ce n'est pas un territoire qui marche. Il y a un exemple, moi, en termes justement si je reprends cette métaphore des sucres lents, il y a un territoire en Europe qui a connu une hypoglycémie, mais vraiment quasiment létale, hein, mais qui s'est relevé de manière fantastique. J'aime beaucoup prendre cet exemple, c'est le Pays basque espagnol. Hein, malgré le cancer du terrorisme, etc. Ils étaient absolument au fond du trou. Aujourd'hui, c'est la région d'Espagne qui marche le mieux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont su remobiliser en fait leur ADN. Et dans leur ADN, il y a le vaste réseau des migrations des Basques pauvres qui étaient obligés d'aller aux quatre coins du monde et qui sont su remobiliser. Alors, le problème, c'est qu'il faut être un peu basque quand on veut ouvrir une entreprise au Pays Basque. Ça, c'est peut-être moins bien. Mais voilà un exemple. L'autre chose que je voulais dire, c'est que par rapport à... Vous me coupez si je suis trop loin. Non, j'allais dire, il faut aussi aimer l'éolien quand on va au Pays Basque. Oui, voilà. Alors, l'autre chose, j'ai un petit souci, moi, des fois, avec la représentation qu'on a de l'industrie du futur. L'industrie du futur, pour moi, ce n'est pas l'industrie du passé plus des robots. Hein. On a un peu tendance à ça. On dit qu'il faudrait robotiser davantage, on n'a pas assez de robots, il faut mettre des robots dans les PME, etc. Très bien, je n'ai absolument rien contre les robots. Mais le vrai sujet, ce n'est pas ça. Moi, je crois que la mutation technologique, qui est une mutation profonde, hein, elle passe d'abord beaucoup plus par la connectivité que par l'automatisation. L'automatisation, c'est un vieux process, un vieux trend qui continue. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut maintenant mettre en réseau les entreprises et les acteurs de manière générale. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est cette dimension relationnelle. C'est le numérique permettant d'avoir de nouvelles relations avec les clients, de nouvelles relations avec les fournisseurs, de nouvelles relations avec les concurrents. C'est ça l'industrie du futur. C'est pas juste mettre des robots à la place de quelques pauvres humains ou humaines qui vont d'ailleurs vivre ça plus ou moins bien. Quand on n'est pas dans l'industrie, on ne le voit pas forcément, mais il y a un mouvement qui s'appelle l'industrie 4.0 qui est en train d'arriver, qui est effectivement d'abord un mouvement de numérisation avant d'être un mouvement d'automatisation. En Allemagne, on parle beaucoup d'industrie 4.0 et les Allemands ont compris que c'est cette mise en relation, c'est cette dimension relationnelle, cette mise en réseau qui est absolument essentielle. Dernier point, je trouve que parfois on a tendance à... quand on dit industrie, aujourd'hui, il faut prendre industrie au sens large. Moi, je pense qu'il est essentiel, c'est de renforcer notre base productive. Et dans la base productive, il y a les services autant que l'industrie. Il y a une bonne partie des services qui sont des services aujourd'hui exportateurs. D'ailleurs, quand on fait des études sur le commerce international, on est surpris de voir à quel point les services aujourd'hui jouent un rôle essentiel. En réalité, c'est la fusion, la réunion entre industrie et services qu'il faut être capable de mettre en avant. Et là aussi, le territoire peut jouer un rôle. De même que la complémentarité entre les métropoles. Les services aujourd'hui sont largement dans les métropoles, les territoires sont dans les territoires plutôt périphériques. Et là, on a une belle occasion de relier ces deux mondes-là. Merci Pierre. Si vous ne courez pas prendre votre train, j'aurais une question sur le lien entre les services et l'industrie. J'avais une carte, mais je ne la montrerai pas parce que j'ai un train à prendre tout à l'heure. Je donne la parole à Olivier. Alors Olivier, sucre lent ou sucre rapide, ce programme? Est-ce que c'est juste une série de mesures sucre rapide ou est-ce qu'il y a, comme le dit Pierre, un peu de sucre lent? Bonjour, merci à tous de votre présence.
Les deux, mon capitaine, hein, les deux. Voilà. Ça va mieux comme ça? Oui, là. Alors, territoire d'industrie, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative de politique publique qui est à la fois de l'aménagement du territoire, il y a le mot territoire dedans, comme on peut s'occuper des cœurs de ville ou de territoires ruraux. Et puis, c'est aussi une brique de politique industrielle. Donc, c'est à la croisée des deux. Il y a quelques jours, il y a une présidente de région qui a dit « c'est un ovni politico-administratif, mais il a cet immense avantage de pousser jusqu'au bout la logique de la décentralisation ». Alors, il y a un peu de vrai, je me distance un petit peu de ça. Il faut que tu nous convainques. Il faut que je... Alors, je ne pense pas que ce soit un ovni, je pense que c'est préfigurateur de nouvelles manières de travailler entre le territoire, la région et l'État. C'est une initiative lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement central, qui confie le pilotage d'un dispositif aux régions, et toutes l'ont prise. Et la force, je dirais, vive de ce dispositif, elle se trouve dans les territoires. Ce qu'on a fait, et Harold a participé à la première séance, c'est qu'on a essayé d'identifier les territoires qui étaient les plus propices pour se développer ou se redévelopper par l'industrie. On les a labellisés. Alors, donner un label, c'est sympa, on aurait pu s'arrêter là, c'était un peu trop facile. Et ce qu'on a demandé à ces territoires, c'est de dire, finalement, quel est votre destin? Prenez en main votre destin économique si vous avez vraiment envie d'industrie. Quel est le diagnostic? Est-ce que vous êtes fort, faible? Sur quel point? Comment? Quels sont vos enjeux? Et quelle est votre ambition? Pourquoi pas être un jour la mini Silicon Valley du sud de la France ou se donner de véritables ambitions industrielles. Une fois qu'on a fait ça, on a encore fait une étape facile. Et l'étape suivante qu'on leur a demandé, c'est que maintenant que vous avez fait le cadre, quels sont vos projets? Dites-nous les projets que vous voulez monter pour vous développer, pour être plus fort dans l'industrie. Et c'est là où on retrouve à la fois du sucre lent et du sucre rapide. On a des projets immédiats qui doivent aboutir dans les 6 mois. Et puis aussi, on a des projets plus structurants, comme de créer une dynamique entre différents acteurs, quelque chose qui va rester. Alors, ça peut être un centre de formation, ça peut être une crèche dans une zone d'activité, ça peut être une cité du numérique qui permet à tous les acteurs industriels, PMI, qui ne sont pas sûrs de savoir comment aborder l'industrie du futur, d'aller se sensibiliser, se former. On a une variété absolument fantastique de projets. Ce qui, moi, m'étonne le plus, parce que vous comprenez, entre l'État, les régions et les territoires, en France, avec le millefeuille, ce n'est pas toujours très simple. Et pourtant, cette initiative, en 6 mois, elle a réellement percé. Elle n'a pas percé parce qu'on a été bon, elle a percé parce qu'il y avait une envie d'industrie dans ces territoires. Le fait industriel qui a été mis de côté longtemps par l'État central, hein, tu as cité la fin des 30 glorieuses, 75, les chocs pétroliers. L'industrie sans usine. L'industrie sans usine, une réflexion sur une société post-industrielle et métropolitaine qui a duré à peu près de 75 à 2010. Très bien, ça a existé, ça a fait peut-être de belles choses, mais en tous les cas, cette envie d'industrie dans les territoires, elle est très très forte et elle est le moteur qui a permis d'aligner à la fois les régions et l'État, qui ne sont pas toujours en phase surtout, pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on a fait une percée, on a une 30aine de territoires qui ont écrit leurs projets. Les défis pour demain, c'est-à-dire jusqu'à l'été, c'est de faire en sorte qu'on puisse embarquer non pas une 30aine, mais les 100, 140 territoires qu'on a identifiés. Et puis le défi suivant, celui du semestre prochain, ce sera pour les projets les plus sucre rapide, d'éclore, de se développer sur les territoires. Voilà un petit peu ce que c'est aujourd'hui territoire d'industrie. Merci Olivier, et ça me permet d'interroger Harold d'ailleurs avec une double question. Réponse à ce que vient de dire Olivier sur comment les régions se sont emparées du dispositif, et puis vous concrètement dans la région Centre-Val de Loire, quelle est la stratégie, quel est le diagnostic? Les régions, globalement, se sont emparées du dispositif, chacun avec un calendrier qui lui est propre, parce que chaque région a à la fois ses spécificités et puis son état d'esprit. Et puis,
Les présidents de région eux-mêmes ont chacun leur vision des choses. Quand on réunit ensemble Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou d'autres, il y a des débats. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tout spontanément. En revanche, il y a une nécessité commune qui est que les régions ont pris la compétence économique à l'issue de la loi NOTRe, mais il y a quand même deux faiblesses dans le dispositif. Il y a d'abord le lien au territoire. Pour mener une politique industrielle efficace, on a besoin des intercommunalités parce qu'elles ont la compétence notamment sur l'immobilier d'entreprise. Or, il y a des territoires ruraux pour lesquels, s'il n'y a pas une offre immobilière, la possibilité d'avoir un bâtiment et de le louer plutôt que de devoir l'acquérir, il n'y a pas de compétitivité et d'attractivité du territoire par rapport à des territoires plus intégrés, plus métropolitains. Donc on a besoin d'avoir ce type de réponse immédiatement disponible. Et là, il faut pouvoir avoir des leviers, d'où les SEM régionales qui montent en puissance avec l'appui de la Banque des territoires, d'où cet aspect de portage immobilier qui est très prégnant, notamment pour les territoires ruraux. Et puis, il y a le lien aux filières. Et là, c'est vraiment le cœur de l'initiative Territoire d'industrie. On a aujourd'hui un réarmement des filières industrielles en France, une politique industrielle qui est assez ambitieuse, mais il y avait cette faiblesse par rapport au territoire. C'est qu'un grand nombre de filières ont des politiques qui sont très intégrées, qui touchent quelques bassins très forts et puis surtout beaucoup de grandes agglomérations. Mais de l'autre côté, on a un emploi industriel en France qui est massivement rural. 70% des effectifs industriels du pays sont dans des communes de moins de 20 000 habitants. 70% des emplois industriels français sont dans des zones rurales animées par des petites villes. Et là, c'est la clé de la réindustrialisation pour un grand nombre de régions. Et ça, c'est vraiment ce qui a poussé très rapidement les régions à mettre autour de la table les industriels et les collectivités pour parler de projets concrets, y compris d'animation, de renforcement de l'écosystème, de structuration de filières locales. Moi, je suis élu d'une région, le centre Val-de-Loire, où les choses sont assez simples. On a subi, l'industrie est très rurale, on a subi, comme beaucoup, la région reste encore très industrielle, on a subi de très lourdes restructurations industrielles liées à la fin des grandes industries de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on a de très gros investissements qui reviennent, mais ils sont tous issus de deux secteurs, c'est la pharmacie et la cosmétique, parce que nous avons le cluster Pôle Pharma, parce que nous avons le pôle de compétitivité Cosmétique Vallée, parce que nous avons fait dans un certain nombre de secteurs l'effort de structurer une filière, de briser l'isolement des PME, de couper le vide qui existait entre les grandes unités industrielles pilotées depuis l'extérieur et la masse des sous-traitants qui les entourent et avec lesquels les relations sont soit inexistantes, soit très compliquées. Et aujourd'hui, cette dynamique-là, c'est ce qui fait que c'est les plus gros employeurs maintenant de la région. Et c'est ce qui fait qu'on est capable aujourd'hui de recréer des emplois. Donc vraiment, Territoire d'industrie, on l'a pris en main collectivement au niveau des régions de France parce que c'est la clé qui nous manquait pour activer un certain nombre de compétences qu'on avait commencé à mener. Puis dernière chose, il y a le sujet des compétences, les métiers. Aujourd'hui, il y a 10 ans, le problème c'était le carnet de commandes. Aujourd'hui, le sujet c'est la main-d'œuvre. Et donc on a un sujet d'orientation qui est massif et qui concerne l'éducation nationale. On a un sujet aussi de formation qui est au cœur de ce que les régions exercent au quotidien. Et là, c'est une catastrophe parce qu'à chaque fois qu'on voit des entreprises renoncer à des marchés parce qu'elles n'ont pas la main-d'œuvre, on sait qu'un marché, c'est plus facile de le garder que de le reconquérir. Et donc là, il y a, quand on voit les projets qui ressortent du travail qui se fait au niveau local, à chaque fois, il y a des centres de formation, des unités de formation, des formations complémentaires. Et c'est là que l'effort d'ingénierie au début et ensuite l'accompagnement région-État est absolument indispensable pour assurer à l'avenir la pérennité d'une présence industrielle. Merci Arles. On reviendra sur le binôme avec élus industriels qui paraît être une des forces du programme. Vous venez de parler de l'appui en ingénierie, c'est typiquement une des forces de l'offre de la Banque des territoires. Julie, pouvez-vous, je vais peut-être inverser les questions finalement. Est-ce qu'on peut d'abord parler de l'offre de la Banque des territoires sur ce programme? Oui, bien sûr. Bonjour. D'abord, je crois que créer une direction au sein de la Caisse des dépôts pour regrouper les expertises en faveur des territoires, les programmes comme Territoire d'industrie et Action Cœur de Ville démontrent que c'était la bonne intuition, si je puis dire. Pensez que c'est la coordination de nos expertises qui sont créatrices de valeur pour accompagner les territoires.
c'était la bonne idée. Et donc, je souhaite d'abord bon anniversaire à la Banque des Territoires. Ceci étant dit, ce qu'il faut retenir de notre rôle, du rôle de la Banque des Territoires dans les territoires d'industrie, dans le programme Territoires d'industrie, c'est que nous proposons des financements aux acteurs, des solutions de financement aux acteurs de ces territoires, selon une appréciation des projets globale et au travers d'une intervention la plus souple, la plus rapide et la plus simple possible. Ce qui n'a pas toujours été le cas à la Caisse des dépôts. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas à la Caisse des dépôts. Une appréciation des projets de manière globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne regarde pas uniquement les critères financiers des projets, mais qu'on examine aussi leurs externalités, leur impact territorial et notamment les conditions qui garantissent un développement durable des territoires. Et le fil conducteur de notre intervention, quelle que soit la forme de cette intervention, et j'y reviendrai, ce sont davantage les sucres lents, je dirais, c'est-à-dire d'agir sur les facteurs d'attractivité de ces territoires. Les questions de foncier, les questions immobilières, la couverture numérique des territoires, les infrastructures de transport, pour citer quelques exemples. Parce qu'on sait que développer une politique industrielle de reconquête ou de développement, eh bien, ça ne se dissocie pas des questions d'aménagement du territoire. Et je pense qu'on peut dire que ces territoires-là, ils ont résisté tant qu'ils ont pu, autant qu'ils ont pu, et que si nous les aidons à renforcer ces facteurs d'attractivité, alors ils auront une grande chance de passer de la résistance à la résilience. Et pour ce qui est de nos modalités d'intervention, on propose un triptyque aux collectivités qui permet d'intervenir de bout en bout sur un projet, quel que soit... Ingénierie. Tout à fait, conseil et ingénierie, prêt de long terme sur fonds d'épargne et prise de participation de capital. J'insiste sur ce dernier mode d'intervention, l'investissement, parce qu'il représente pour moi la pierre angulaire de notre intervention dans le programme Territoires d'industrie. Pour une raison simple, c'est que nous, ce qui nous guide, c'est la concrétisation. Et que dans les phases de concrétisation, à la fin de l'histoire, il faudra des co-investisseurs sur ces territoires qui portent les projets, qui les font vivre, et ce, de manière durable. Et nous pensons que nous voulons en être, nous voulons être de ces co-investisseurs, nous pouvons l'être en direct ou au travers des outils déjà existants. Donc je pense qu'il faut le rappeler dans ces phases qui arrivent et qui sont les sucres rapides, la concrétisation le plus rapidement possible. Et ça mérite que je termine sur deux chiffres. On va mobiliser 400 millions d'euros pour investir dans ces projets sur l'ensemble du programme, avec un effet levier de 6 à 8. Ça représente un impact territorial de près de 3 milliards d'euros pour ces territoires. Voilà. C'est un chiffre assez impressionnant. Et en tant que directeur des investissements, j'espère que je verrai les investissements arriver. On a parlé d'attractivité, je crois que c'est un mot. Vraiment, ce programme, il est orienté sur l'attractivité des territoires. Je voudrais revenir, Pierre, avant que vous sautiez dans le train, le lien entre l'industrie et les services. Parce que très clairement, c'est la thèse que vous défendez. Vous dites qu'il n'y a plus de frontières, tout comme d'ailleurs on dit qu'il faut abolir les frontières entre les métropoles et les territoires périurbains, plus ruraux, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, moi j'utilise ce néologisme qui est peut-être pas très heureux d'hyper-industrie pour dire qu'en fait on n'est pas du tout dans un monde post-industriel, hein, ni même de désindustrialisation, parce que quand on regarde les chaînes de valeur complètes, comme vous savez, il y a eu beaucoup d'externalisation des entreprises industrielles vers les services. Et quand on regarde les chaînes de valeur complètes, on s'aperçoit que la baisse
de la valeur ajoutée en tout cas, est beaucoup moins forte que ce qu'on dit souvent quand on regarde les statistiques manufacturières. J'allais vous titiller là-dessus, en fait c'était ça la question qui me tarabustait. Oui, oui, on peut faire un lien entre industrie et ça veut dire que aussi... Mais la valeur ajoutée, où est-ce qu'elle est? Oui, ben, la valeur ajoutée, elle est partout. C'est-à-dire qu'il faut... les services, ils ont aussi de la valeur ajoutée. Je pense qu'on ne peut pas... Si vous voulez, dans un moteur à explosion, vous ne distinguez pas les pistons, les soupapes, les machins, tout fonctionne, c'est un tout. On a la chance d'avoir des services qui sont, en France, globalement assez efficaces. Ils sont très concentrés dans les métropoles, à la différence des entreprises, des usines, en particulier de la partie fabrication qui, elle, vous l'avez raison de le souligner, est très très rurale, hein, même plus que périurbaine. Elle devient progressivement plus périurbaine, mais était au départ très, très rurale. Et donc là, je pense qu'il y a des connexions à trouver, et en particulier des connexions peut-être à l'échelle régionale, parce qu'aujourd'hui, une petite boîte un peu isolée dans une petite ville d'une province française, elle va avoir besoin de services, elle ne va pas les trouver forcément dans la métropole proche, elle va les trouver assez loin. Je trouve que, donc ça c'est très important, et puis ce qui est important aussi, c'est que la survie de l'industrie passe par l'adoption de modèles d'affaires, de stratégies qui sont des stratégies orientées services. On l'a évoqué tout à l'heure à propos de la mobilité, la SNCF nous explique que maintenant on va devenir un opérateur de la mobilité comme service. Je pense que ça, c'est absolument fondamental et que les industriels qui vont survivre, c'est ceux qui auront compris que leur but, c'est pas seulement d'avoir une super techno, mais d'être capable de la vendre, d'associer des services et de capter le client, et de travailler aussi avec leurs concurrents, hein, et de travailler avec tout leur environnement, leurs fournisseurs, dans une logique de service. Donc, c'était un peu une des interrogations parfois que je peux avoir par rapport à ce type de programme, mais encore une fois, c'est du second ordre, hein, parce que je pense que vous n'avez pas du tout l'idée de couper les choses. Mais je pense qu'il faut raisonner, à mon avis, maintenant, base productive globalement. Le problème de la France, c'est que c'est sa base productive intégrant services, industrie et numérique. Dernier point, peut-être, vous avez l'écusson de la French Fab. Moi, j'aimerais bien la voir. Mais je ne sais pas où on le trouve. Je m'arrangerai, j'ai des connexions pour vous en trouver un. Je le mettrai très très volontiers parce que j'adore à fond à ça. Mais en même temps, je trouve, par exemple, cette distinction qu'on fait entre la French Tech et la French Fab un peu problématique. On met toujours les choses dans des silos. On nous a expliqué tout à l'heure, le ministre en personne nous a expliqué qu'il y avait dans des endroits, on a parlé de Vierzon, on a parlé d'un certain nombre de villes, des jeunes start-up absolument fantastiques qui sont en train de créer de la valeur. Aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, un créateur ou un jeune entrepreneur ou un jeune industriel, il peut fonctionner largement par l'Internet quand l'Internet existe, sans être obligé forcément de résider en permanence à côté de ses machines. Bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu mieux connecter ces deux milieux ? Je crois que c'est la volonté du programme. Et en fait, j'ai envie que ce soit Olivier... Je peux juste préciser ça, parce que vous voyez, moi je regarde un peu ce que font les startups. On en a beaucoup à Paris, dans Paris Centre. On en a un peu dans les centres-villes des métropoles régionales. Souvent, ce sont des jeunes gens brillants qui sont sortis de l'université. Sur quoi ils travaillent ? Ils inventent un peu des trucs pour leur monde à eux, quoi, vous voyez ? Alors, on a beaucoup de choses. La énième version de la pizza connectée, tout ça, c'est très, très bien. Alors qu'à 20 km, vous avez, ou au moins, vous avez des PME un peu traditionnelles, peut-être un peu French Fab, un peu, voilà, qu'on regarde un peu peut-être de haut, de loin, et qui sont comme une poule devant un couteau en matière de digitalisation, et qui ont une source de problèmes fantastiques. Donc si on arrivait à mieux connecter les offreurs de solutions et les offreurs de problèmes, je pense qu'on avancerait. Alors, c'était pas prévu, mais vous m'offrez l'occasion de parler d'un investissement de la Banque des Territoires, KM0 à Mulhouse. On a récupéré le bâti industriel, la Société des chemins de fer d'Alsace. Donc c'est un bâti qui date du 19e siècle. On est à 800 mètres de la gare TGV. On accueille toutes les startups du coin, y compris des gens qui viennent des territoires frontaliers, pour résoudre des problèmes des PME et de l'industrie, parce qu'on est dans un territoire d'industrie. Formidable. Et il y a tout un tas d'initiatives qui sont en train de se créer. Et j'aimerais bien qu'Olivier, tu nous parles de la phase 2 du programme, mais que tu nous répondes aussi en nous parlant de l'aspect global de ce programme, parce que je ne crois pas que les choses soient mises dans des silos.
Non, par définition, puisqu'on parle d'un territoire. Et sur un territoire, là, on s'occupe du volet industriel. Et je partage l'analyse de Pierre qu'il n'y a plus tellement de différence entre industrie et services. Mais aussi, le développement d'un territoire, ça veut dire avoir un centre-ville qui fonctionne bien. Dans les territoires, il y a aussi des questions d'insertion. Et donc, comment on fait sur des quartiers en difficulté. Tout ça, c'est un ensemble, même si moi, je n'en traite qu'une partie. Alors, la phase 1, c'est d'avoir été capable de faire cette percée, c'est-à-dire d'avoir fait confiance au territoire, de leur avoir donné les clés de leur développement économique, aucune prescription, aucune limite. Vous êtes libre d'inventer votre destin et d'y associer les projets que vous voulez. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui 300 ou 400 fiches projets qui sont d'une hétérogénéité totale, mais c'est absolument délibéré, c'est normal et c'est bien. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et on ne peut pas les mettre dans des boîtes, et c'est tant mieux encore. Donc ça, on a réussi à faire cette percée. Puis la percée aussi qu'on a faite, c'est de dire que finalement, on arrive sur un sujet de développement économique local à travailler à peu près correctement entre une initiative d'État, les compétences des régions et les territoires. Faire une percée, c'est bien. Maintenant, il faut marquer l'essai et le transformer. Alors, il y a plusieurs éléments. Un, les territoires avec lesquels on a travaillé, c'était quand même des territoires, je dirais, un peu premium. Ceux qui étaient capables d'avoir envie, mais aussi d'écrire un projet. Et j'ai toujours en tête ce mot d'un élu du Grand Est, d'un territoire du Grand Est, qui me dit « Monsieur Luancy, vous comprenez, chez moi, c'est la terre brûlée de la désindustrialisation. Le moindre euro public que j'ai, je le mets dans des aides sociales pour accompagner les effets de la désindustrialisation. Je n'ai pas les moyens de me reconstruire un projet. » Et on a parlé tout à l'heure d'ingénierie. Il y a l'ingénierie de projet, mais il y a aussi une nécessité, une obligation collective de l'État et des régions d'accompagner les territoires qui ont perdu cette capacité à se réinventer d'un destin, de pouvoir le faire, c'est-à-dire d'y relocaliser un chef de projet qui est capable de porter ce type d'activité-là. Ça, c'est un élément important pour marquer l'essai et pour dire qu'on ne va pas travailler simplement avec les 30 ou 40 territoires qui sont déjà les plus armés. Le premier point. Et puis le deuxième point, ça va être de répondre aux attentes qu'on a provoquées. Quand vous interpellez un territoire et qu'il répond aussi fortement que ça, c'est des centaines de projets qui nous remontent, il va falloir y répondre. Quelles sont leurs demandes aujourd'hui? Premier point qui vient de tous les territoires, ça a été dit, il n'y a pas un territoire en France, quel que soit le taux de chômage, où vous n'avez pas des chefs d'entreprise industriels qui vous disent « j'ai le BFR, j'ai l'usine, j'ai la capacité à produire, j'ai la commande qui me fera le niveau de profit que je veux et je la refuse. » Donc là, parce que je n'ai pas les hommes et les femmes pour les livrer. Ça, c'est un échec collectif absolument, je dirais, qui tord le cœur à des personnes comme moi qui aiment l'industrie et qui aiment les territoires. Et derrière, ils nous disent, il y a une question de formation, on la connaît tous, mais il y a deux questions d'attractivité. Attractivité des métiers de l'industrie, qu'on considère encore et toujours comme étant Zola ou Charlie Chaplin. Et aujourd'hui, l'industrie, ce sont des métiers technologiques. Ce ne sont plus des métiers physiques et de portage. D'ailleurs, c'est ce que vise le French Web Tour de BPI France, et de remettre l'industrie au cœur des jeunes. Oui, ou simplement faire découvrir quelle est la réalité aujourd'hui de l'industrie, tout simplement, qui est méconnue. Et puis l'attractivité des territoires eux-mêmes. On a quand même misé, même s'il y a des débats dessus, pas mal sur nos métropoles d'équilibre, qui ont permis depuis les années 70 de rééquilibrer le rôle de notre capitale centrale. Bon, très bien. Mais on a quand même des territoires où, je dirais, l'aménagement du territoire n'est pas encore tout à fait à la hauteur des attentes pour y attirer des nouveaux talents, pour accompagner nos entreprises sur la transition numérique ou sur la transition écologique. Donc, première attente, c'est celle-là. Deuxième attente, elle ne coûte pas un rond, c'est la simplification. Je suis estomaqué tous les jours de la patience des porteurs de projets que je rencontre. Que ce soit des élus ou que ce soit des chefs d'entreprise à l'égard de notre complexité procédurale. Grosso modo, on peut dire qu'en 20 ans, pour développer une zone d'activité industrielle ou pour ouvrir une usine, on a multiplié par 4 le temps nécessaire. Et je pense qu'on peut tous dire dans la salle que le temps économique, lui, il ne s'est pas multiplié par 4, il s'est peut-être divisé par 4, ou peut-être par plus. Et là, on a, je dirais, une attente extrêmement forte qui ne coûte rien au budget des régions, qui ne coûte rien au budget de l'État, de trouver les voies et moyens pour simplifier. Quand on dit simplifier,
c'est pas du moins-disant environnemental. Là, je suis très marqué. Je n'ai pas un chef d'entreprise, pas un élu qui remet en cause les exigences environnementales, parce que c'est souvent les règles environnementales qui sont touchées par cette demande de simplification. C'est la longueur de l'instruction. C'est juste dire, j'ai un cycle économique qui va à une certaine vitesse. Dites-moi comment je peux respecter les règles que nous avons choisies collectivement pour protéger l'environnement ou la culture par l'archéologie préventive, mais dans un cycle de temps qui soit compatible avec mon temps économique. Voilà, énorme demande. Troisième demande, un tiers des fiches et des projets qui remontent sont liés à l'industrie du futur. Alors avec la sensibilisation des chefs d'entreprise, l'accompagnement individuel dans leurs projets, des plateformes où ils puissent échanger, des tiers-lieux, parce qu'on n'apprend jamais mieux que de ses pairs. Comment je peux aider aussi à l'investissement, la partie financement de l'investissement. Voilà. Un tiers des fiches que nous recueillons aujourd'hui sont sur cette mutation, avec l'enjeu que tu citais, Pierre, c'est qu'on peut moderniser un outil de production, on va sans doute y arriver, mais il y a une partie de la valeur ajoutée qui va être faite avec les services. Et comment on fait pour créer de la valeur dans les territoires, pour que ces services aussi se fassent dans les territoires avec cette attractivité et pas simplement dans les métropoles comme on l'a vu se développer depuis 30 ans. Ah, Harold, vous partagez cette vision? Vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur la simplification? Parce que Olivier, c'est quand même, on critique tous, mais qui bouge sur ce sujet? Qu'est-ce qui se passe? La simplification, c'est un vieux sujet, hein, aussi vieux que le développement administratif. Je crois que moi, je suis assez réticent et assez sceptique sur la capacité qu'on a à vraiment et fondamentalement simplifier l'environnement normatif en France. En revanche, là où on a des points à gagner, parce qu'il y aura toujours des administrations centrales pour vous dire que les préfets font n'importe quoi et qu'ils sont incapables d'apprécier sérieusement les choses. Ça, c'est la réalité. Et ça, pas ça le ne fait que les changera préfets pas. font n'importe quoi, mais le fait qu'il y ait des gens qui le disent. Absolument. Donc ça, moi, j'y crois très moyennement. En revanche, je crois beaucoup à la capacité, que la question de la simplification, c'est plutôt la capacité qu'auront les administrations et les acteurs publics à savoir si la complexité, on la fait porter à l'usager, à l'entreprise, ou si on est capable de s'organiser pour faciliter l'accès aux données et le suivi et le portage du dossier. La question, c'est de savoir qui assume la complexité. Après, c'est un sujet d'ailleurs que vous allez avoir vous aussi, puisque un des facteurs de réussite de territoire d'industrie, s'agissant de la Banque des Territoires, qui est quand même un partenaire essentiel, ça va être ce que disait un peu notre directrice régionale du Centre Val-de-Loire, c'est la capacité que vous aurez à apprécier au cas par cas chaque dossier et à assouplir les doctrines d'investissement qui ont été... C'est un message personnel? Non, c'est juste le constat qu'on peut faire, c'est que quand on est avec le directeur général et qu'on parle avec lui, on est totalement en phase. Quand on va voir un directeur de SEM ou un président de SEM, il est plus royaliste que le roi et il vous annonce que de toute façon, le projet ne peut se faire que s'il y a 8% de rendement sur un bâtiment industriel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Julie l'a dit, la Banque des Territoires a vraiment envie aussi d'être une banque à impact. Ouais. Et de regarder les externalités positives, non pas avec une vision technocratique du sujet, mais une vision efficace. Mais du coup, il y aura un énorme travail vis-à-vis des je remercie SEM, Pierre, dont lesquels les régions aussi sont actionnaires, donc un travail collectif à faire, mais pour faire en sorte que les projets qui vont remonter soient vraiment appréciés au cas par cas et qu'on puisse être en capacité de les accompagner, parce que sinon, vous allez consommer énormément de crédits d'ingénierie et à la fin, il n'y aura pas les investissements, le volume d'investissement que vous avez promis d'y consacrer. Donc là, c'est un vrai sujet qui va être stratégique pour la fin. Mais j'insiste quand même parce que cette question du portage immobilier sur lequel elle est absolument essentielle dans la réindustrialisation des territoires. Moi, je suis élu d'une ville, Nogent-le-Rotrou, dans la vallée de l'Huisne. Quand j'étais enfant, on a perdu une entreprise de 1500 salariés sur une ville de 10 000 habitants. Donc il faut imaginer le cataclysme que ça a été. Aujourd'hui, les emplois industriels ont été intégralement reconstitués et même au-delà. On est la 4e zone d'emploi la plus industrielle de France. Sur 10 000 habitants, on a 2200 emplois industriels et plus de 7000 emplois au total. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'à chaque fois, la collectivité a construit le bâtiment, a assuré le portage sur ses fonds propres. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas la capacité quand il y a une touche,
ou un contact avec une entreprise, à lui donner très rapidement une solution à tous les problèmes qu'elle soulève, y compris en matière de simplification réglementaire, eh bien, l'entreprise, elle ira ailleurs, à Chartres, à Orléans ou en région parisienne. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel la réactivité, la capacité à prendre en compte les problèmes et à y apporter des solutions concrètes, ce sera la pierre de touche du succès de l'opération. On va laisser Julie répondre parce que je crois que c'est vraiment l'ADN du programme, partir du projet et des territoires pour les faire aboutir et non pas de la technostructure. Moi, je ne vais pas parler de simplification, c'est aussi un vaste sujet. Tu peux nous parler aussi d'exemples concrets de projets? Parce que je crois qu'on en a déjà, ce serait bien de les citer. Au sein de la Banque des Territoires, je vais simplement vous dire qu'en Centre-Val de Loire, on a 9 territoires d'industrie. Aujourd'hui, il y a pour ces 9 territoires d'industrie 150 fiches actions qui sont en cours d'analyse et dont on peut déjà dire qu'elles dégagent 4 grandes thématiques. La question foncière et la requalification de friches, les outils de formation, la question des transports et des mobilités et la couverture numérique et mobile des territoires. Donc nous sommes en train de préparer les premiers engagements. Je pense particulièrement à une étude stratégique sur le potentiel d'attractivité du bassin de Montargis. Mais je pense aussi au travail que nous engageons avec le territoire d'industrie de la vallée de l'Huisne que vous représentez, monsieur le vice-président, et dont on a signé le protocole il y a quelques semaines en présence de Madame la Ministre. Nous avons d'ores et déjà priorisé notre intervention sur 4 programmes structurants que porte le territoire d'industrie. D'abord, nous travaillerons sur le projet de création d'un campus de formation interrégionale, puisque le territoire d'industrie de la vallée de l'Huisne a cette particularité d'embarquer les régions Normandie, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Deuxième axe de travail, c'est la création d'une plateforme numérique destinée aux entreprises et aux salariés, de manière à valoriser l'offre de services, vous en parliez tout à l'heure, de manière à rendre lisibles les possibilités de faire sur ce territoire. Troisième axe de travail, ce sont les questions d'immobilier d'entreprise modulable pour accueillir toute taille d'entreprise. Et enfin, le travail sur la requalification des espaces urbains stratégiques pour l'image du territoire, comme les entrées de ville et les gares. Donc nous sommes à la tâche à vos côtés. Merci beaucoup Julie, je crois que tout le monde est à la tâche. Des petits cailloux qui à la fin vont faire des projets. On a déjà approuvé un projet sur une usine de literie à Bar-sur-Aube. C'est de l'emploi, c'est de l'activité. On est partenaire de Renault dans une unité de stockage capacitaire de batteries à l'usine de Douai. Voilà, c'est des exemples concrets qui arrivent. La Banque des Territoires, la mission territoire d'industrie, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, les régions sont embarquées. On voulait vraiment témoigner devant vous aujourd'hui de l'importance de ce sujet et surtout l'important c'est que les projets arrivent. Donc s'il y en a dans la salle, venez à nous. Merci beaucoup.